Ce qui distingue profondément une personne qui avance intérieurement d'une autre, qui reste figée pendant des années, n'a rien à voir avec le talent, ni avec la chance, ni même avec les circonstances extérieures. Dans ma pratique, j'ai observé que la différence se situe ailleurs, dans un endroit beaucoup plus intime. Elle se trouve dans la relation que nous entretenons avec notre propre esprit. La plupart des gens pensent que leur mal-être vient de ce qui leur arrive en réalité. Il vient de la manière dont leur mental interprète, répète et amplifie ces événements. Et tant que cette mécanique reste inconsciente, la vie semble tourner en rond. Lorsque quelqu'un me confie qu'il a l'impression de ne pas avancer, je remarque presque toujours le même phénomène. Ce n'est pas l'absence d'effort, ce n'est pas un manque de capacité, c'est une activité mentale automatique incessante qui fonctionne en arrière-plan. Notre cerveau produit des dizaines de milliers de pensées chaque jour et une grande partie d'entre elles sont répétitives. Elles recréent les mêmes scénarios, les mêmes peurs, les mêmes jugements. Ce flux intérieur devient une sorte de bande sonore permanente. Et cette bande sonore finit par modeler notre réalité émotionnelle. Rester bloqué ne signifie pas seulement vivre une situation extérieure insatisfaisante. Cela signifie que le cerveau est installé dans des circuits neuronaux familiers. Il reproduit les mêmes associations, les mêmes anticipations, les mêmes réactions émotionnelles, pensées, émotions, comportements, résultats. Le cycle se renforce à chaque répétition. Plus il se répète, plus il paraît vrai, plus il dirige nos décisions. C'est ainsi que l'on peut passer des années à vivre presque la même histoire, sous des formes légèrement différentes. Le point essentiel, et il est libérateur, c'est que nous ne sommes pas condamnés à ce fonctionnement, que le cerveau possède une capacité remarquable d'adaptation. Il peut créer de nouvelles connexions, affaiblir d'anciens schémas, apprendre à réagir autrement. Mais cela ne se produit pas par hasard. Cela exige une intervention consciente, régulière, presque quotidienne. Être heureux en toute situation ne signifie pas ignorer la douleur ou nier les difficultés. Cela signifie apprendre à ne plus laisser ses pensées décider seules de la direction de notre vie intérieure. Contrôler son esprit ne veut pas dire réprimer ses pensées, ni se forcer à être positif. Cela consiste à choisir où poser son attention, à décider quels récits intérieurs méritent d'être nourris et lesquels doivent simplement passer sans être suivis. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes l'espace dans lequel elles apparaissent. Lorsque cette distinction devient claire, un déplacement subtil s'opère. L'esprit cesse d'être un maître tyrannique et devient un outil. D'un point de vue neurobiologique, une grande partie de nos réactions provient d'un système d'alarme interne chargé d'assurer notre survie. Il réagit de la même manière face à un danger réel ou à une menace symbolique comme le rejet ou l'échec. Lorsque ce système reste activé trop longtemps, il réduit l'accès aux fonctions plus réfléchies du cerveau. La planification, la créativité, la capacité à prendre du recul s'affaiblissent. Nous fonctionnons alors en mode protection plutôt qu'en mode croissance. Et dans cet état, l'inconnu paraît menaçant, même s'il pourrait être bénéfique. C'est pourquoi beaucoup de personnes restent dans des situations inconfortables, mais familières. L'inconfort connu semble plus sûr que l'incertitude. Pourtant, dès que nous comprenons ce mécanisme, nous pouvons commencer à agir autrement. Le bonheur dans toutes les situations ne dépend pas d'un contrôle absolu des événements, mais d'une discipline intérieure. Il s'agit d'un entraînement comparable à celui d'un muscle. Au début, l'effort est visible et avec le temps, il devient naturel. Je dirais même que le premier pas vers une stabilité durable consiste à accepter que l'esprit va résister, il va vouloir revenir vers les anciens réflexes. C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est simplement l'expression d'habitudes neuronales profondément ancrées. Chaque fois que nous choisissons consciemment une réponse différente, même minuscule, nous traçons un nouveau chemin, et à force de répétition, ce chemin devient plus accessible que l'ancien. Lorsque l'on comprend que notre stagnation intérieure est en grande partie liée à notre fonctionnement mental, une question apparaît naturellement. Pourquoi notre esprit semble-t-il si souvent travailler contre nous alors qu'il est censé nous protéger?
La réponse est paradoxale. Le cerveau privilégie la sécurité avant tout. Il préfère ce qui est prévisible, même si ce prévisible est inconfortable. Ainsi, il répète les pensées qui lui sont familières parce que la familiarité donne l'illusion du contrôle. Le problème, c'est que ces pensées familières ne sont pas toujours constructives. Une grande partie de notre activité mentale est automatique. Elle s'active sans que nous le décidions. Inquiétudes récurrentes, scénarios catastrophiques, souvenirs mal digérés, autocritiques répétées, ce flux permanent consomme une énergie considérable. Le cerveau utilise une part importante des ressources du corps, et lorsque cette énergie est monopolisée par la rumination, il en reste peu pour la créativité, la prise d'initiative ou la clarté émotionnelle. Ce que l'on appelle fatigue psychique est souvent le résultat d'un esprit laissé sans direction consciente. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas empêcher les pensées d'apparaître. Vouloir bloquer une pensée revient souvent à la renforcer. En revanche, nous pouvons modifier notre relation à ces pensées et c'est là que se situe la véritable liberté. Observer un contenu mental sans s'y identifier, sans lui accorder immédiatement du crédit, change profondément notre expérience. Une pensée n'est pas un ordre, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une proposition et nous avons la possibilité d'y répondre ou non. Je remarque souvent que les personnes qui progressent dans leur vie ne sont pas celles qui ont moins de pensées négatives. Elles sont simplement devenues plus habiles à ne pas se laisser gouverner par elles. Elles savent reconnaître une inquiétude comme une inquiétude, une peur comme une peur, sans la transformer en certitude. Ce décalage, aussi subtil soit-il, ouvre un espace intérieur, et dans cet espace, nous pouvons choisir. L'un des obstacles majeurs à cette maîtrise intérieure est la dispersion de l'attention. Nous vivons dans un environnement saturé de stimulation, notifications, sollicitations permanentes, informations en continu. Chaque interruption fragmente notre concentration. Le cerveau, contraint de passer sans cesse d'un objet à un autre, s'habitue à la distraction. Il devient plus difficile d'approfondir une réflexion ou de rester présent à une tâche. Cette fragmentation affaiblit notre capacité à diriger volontairement notre esprit. À cela s'ajoute le dialogue intérieur critique. Beaucoup de personnes entretiennent avec elles-mêmes une relation sévère, exigeante, parfois méprisante. Elles se parlent d'une manière qu'elles n'oseraient jamais utiliser avec un proche. Cette voix intérieure influence directement l'estime de soi, la confiance, la prise de risque. Lorsque cette voix répète sans cesse que nous ne sommes pas capables, elle finit par limiter nos actions. Transformer cette voix ne signifie pas adopter un optimisme naïf, mais cultiver une lucidité bienveillante. Un autre facteur déterminant est l'absence de direction claire. Lorsqu'une personne ne sait pas vers quoi elle souhaite orienter sa vie, son esprit vagabonde, il s'accroche aux distractions, aux préoccupations secondaires. La clarté agit comme un filtre. Elle permet de reconnaître ce qui mérite notre attention et ce qui peut être laissé de côté. Sans direction, l'énergie mentale se disperse. Avec une direction, elle se concentre. Apprendre à être heureux en toute situation suppose donc un travail précis. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, ni de se forcer à sourire face à l'adversité. Il s'agit d'identifier ce qui dépend réellement de nous, notre attention, notre interprétation, notre réponse. À partir du moment où nous reprenons ces leviers, même partiellement, nous cessons d'être uniquement réactifs. Nous devenons progressivement acteurs de notre vie intérieure. La transformation ne vient pas d'un changement spectaculaire. Elle naît de gestes répétés, de petites pauses conscientes au cours de la journée, d'une décision de ne pas nourrir un scénario anxieux, d'un moment de respiration avant de répondre à une provocation. Ces micro-ajustements semblent insignifiants, mais ils modifient en profondeur notre rapport à nous-mêmes. Et c'est dans cette régularité que s'installe une stabilité émotionnelle durable. Lorsque l'on décide réellement de reprendre la direction de son esprit, il est nécessaire d'installer des repères concrets. Sans structure, les bonnes intentions se dissolvent rapidement dans les habitudes anciennes. L'un des moments les plus déterminants de la journée se situe au réveil,
dans les premières minutes qui suivent l'ouverture des yeux. Le cerveau se trouve dans un état particulièrement réceptif. Ce moment agit comme une porte d'entrée vers la tonalité émotionnelle du reste de la journée. Si nous commençons par nous exposer immédiatement à des sollicitations extérieures, nous laissons le monde décider de notre état intérieur. Instaurer un rituel matinal, même simple, change profondément cette dynamique. Quelques minutes de respiration consciente, une brève réflexion sur l'intention du jour, l'écriture de pensées de gratitude ou un court mouvement corporel suffisent à ancrer l'attention. Il ne s'agit pas d'un exercice de perfection, mais d'un signal envoyé au cerveau. Un signal qui dit que la journée ne sera pas dirigée par l'urgence, mais par la présence. Répéter chaque matin, ce rituel renforce l'idée que nous pouvons orienter notre esprit au lieu de le subir. Au fil de la journée, la vigilance doit être entretenue. Le stress, les imprévus, les interactions difficiles réactivent rapidement les anciens réflexes. C'est pourquoi des pauses conscientes sont essentielles. S'arrêter quelques instants, observer son état mental, se demander où se situe son attention à cet instant précis, permet d'éviter que l'automatisme ne prenne totalement le dessus. Ces pauses peuvent durer 30 secondes. Pourtant, elles rétablissent une forme de souveraineté intérieure. La pratique de la pleine conscience constitue également un outil précieux. Elle ne consiste pas à faire le vide, mais à regarder ce qui traverse l'esprit sans s'y accrocher. Lorsque nous observons nos pensées comme des événements passagers, leur emprise diminue. Au niveau cérébral, cette pratique renforce les zones associées à la régulation émotionnelle et diminue la réactivité du système d'alarme interne. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une adaptation mesurable. Quelques minutes quotidiennes suffisent pour amorcer ce processus. Il existe également une dimension souvent négligée, celle de la clôture de la journée. De la même manière que le matin influence le déroulement des heures suivantes, la manière dont nous terminons notre journée prépare la suivante. S'endormir en rumination entretient l'agitation. Prendre quelques instants pour revisiter la journée avec neutralité, reconnaître les efforts accomplis, accepter les erreurs sans jugement, favorise un sommeil plus réparateur et un réveil plus apaisé. Beaucoup cherchent une transformation rapide, spectaculaire. Ils imaginent qu'un changement radical produira un basculement définitif. L'expérience montre que la stabilité émotionnelle naît plutôt de la constance. 5 minutes quotidiennes d'attention dirigée valent davantage qu'une pratique intensive suivie d'abandon. Le cerveau apprend par répétition. Chaque répétition renforce un circuit. Progressivement, un nouveau chemin devient plus accessible que l'ancien. Il est inévitable que certains jours soient plus difficiles. L'esprit peut sembler plus agité, plus critique, plus envahissant. Ces journées ne sont pas des échecs, elles sont des occasions d'entraînement plus exigeantes. Maintenir sa pratique malgré la résistance intérieure renforce la confiance. Cela construit une forme de solidité qui ne dépend pas de l'humeur du moment. Être heureux en toute situation ne signifie pas maintenir un état de joie permanent. Cela signifie développer une stabilité qui traverse les variations émotionnelles, une capacité à revenir à soi, encore et encore, même lorsque l'extérieur demeure incertain. Cette capacité n'est pas réservée à quelques individus privilégiés. Elle s'apprend, elle se cultive et elle transforme progressivement notre manière d'habiter chaque expérience. Il existe un travail plus profond encore, souvent invisible, qui conditionne notre capacité à retrouver l'équilibre. Ce travail concerne nos pensées limitantes, ces idées anciennes qui se sont installées très tôt, parfois dans l'enfance, et qui continuent de guider nos choix sans que nous en ayons pleinement conscience. Des phrases silencieuses comme « je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas la réussite, je finis toujours par échouer ». Ces pensées ne sont pas nées d'une réflexion objective. Elles sont issues d'expériences interprétées avec les ressources émotionnelles d'un moment donné. Et pourtant, nous les traitons comme des vérités définitives. La première étape consiste à les rendre visibles. Tant qu'une croyance reste implicite, elle dirige nos décisions à notre insu. Lorsqu'elle est formulée clairement, elle perd une partie de son pouvoir.
Écrire une pensée limitante, la regarder avec distance permet déjà un déplacement intérieur. Ensuite vient le questionnement. Est-elle absolument vraie? Existe-t-il des situations qui la contredisent? Quelle autre interprétation serait possible? Ce dialogue intérieur ne cherche pas à nier les difficultés, mais à élargir la perspective. Ce travail cognitif est indissociable du travail émotionnel. Pensée et émotion forment un cercle dynamique. Une croyance négative nourrit une émotion pénible, et cette émotion confirme la croyance. Rompre ce cercle suppose d'apprendre à accueillir l'émotion sans la dramatiser. Lorsque survient une vague d'anxiété, de colère ou de tristesse, la réaction habituelle consiste soit à s'y abandonner, soit à la refouler. Ni l'une ni l'autre de ces stratégies n'apporte de paix durable. Il est possible d'adopter une troisième voie, reconnaître l'émotion, lui donner un nom, observer où elle se manifeste dans le corps. Cette simple nomination modifie l'activité cérébrale. Elle réduit l'intensité de la réaction automatique et redonne accès à une réponse plus réfléchie. Les émotions fonctionnent comme des vagues. Si nous y résistons, elles s'intensifient. Si nous les laissons traverser l'expérience sans y ajouter de commentaires dramatiques, elles diminuent naturellement. Beaucoup découvrent alors que l'émotion superficielle en masque une autre plus profonde. Derrière la colère se cache parfois la peur, derrière l'agitation, une impression d'insuffisance. Cette exploration demande de la curiosité et de la douceur. Se juger pour ce que l'on ressent ne fait qu'ajouter une couche de tension supplémentaire. Au contraire, adopter une posture d'observation bienveillante transforme la relation à soi-même. L'environnement joue également un rôle considérable dans ce processus. Un cadre de vie désordonné ou saturé de sollicitations entretient l'agitation mentale. Créer un espace épuré et calme favorise la clarté. L'environnement numérique mérite une attention particulière. Limiter les interruptions, choisir consciemment les contenus auxquels nous nous exposons réduit la dispersion de l'attention. Nous sous-estimons souvent l'influence cumulative de ces microstimulations sur notre état émotionnel. Les relations constituent un autre facteur décisif. Fréquenter des personnes constamment négatives ou cyniques peut progressivement altérer notre propre regard. Sans rompre brutalement des liens, il est possible de rééquilibrer son entourage en cherchant des échanges plus nourrissants, plus constructifs. La qualité des conversations influence directement la qualité de nos pensées. Être heureux en toute situation ne signifie pas contrôler le monde extérieur. Cela implique de créer des conditions favorables à l'équilibre intérieur, clarifier ses croyances, accueillir ses émotions, ajuster son environnement et ses relations. Ces ajustements ne produisent pas un bonheur spectaculaire. Ils instaurent une stabilité progressive, une base solide sur laquelle il devient possible de traverser les variations de la vie sans s'effondrer à chaque secousse. Il est essentiel de comprendre que la maîtrise de l'esprit ne peut pas rester uniquement théorique. Beaucoup de personnes analysent, réfléchissent, lisent, écoutent des podcasts, accumulent des concepts, mais leur vie quotidienne reste inchangée. L'esprit adore comprendre. Il adore conceptualiser. Pourtant, la transformation profonde commence lorsque l'on agit. L'action modifie le cerveau d'une manière que la réflexion seule ne peut produire. Chaque comportement nouveau envoie un message biologique clair. Quelque chose change. Il n'est pas nécessaire de poser des gestes spectaculaires. En réalité, les transformations les plus solides naissent de mouvements modestes et répétés. Si une situation professionnelle ne convient plus, il n'est pas indispensable de tout abandonner du jour au lendemain. Consacrer un moment précis chaque semaine à explorer d'autres pistes, à apprendre une nouvelle compétence, à contacter une personne inspirante suffit à enclencher un processus. Le cerveau enregistre ces gestes comme des preuves de capacité. Progressivement, la confiance se construit. Ce que l'on appelle l'auto-efficacité joue ici un rôle central. Il s'agit de la conviction intime que l'on peut influencer le cours de sa propre existence. Cette conviction ne naît pas d'un discours intérieur positif artificiel. Elle se développe
lorsque l'on constate par l'expérience que nos actions produisent des effets, même infimes au départ. Chaque petit succès renforce l'idée que nous ne sommes pas condamnés à subir. Un point souvent mal compris concerne la motivation. Beaucoup attendent de se sentir prêts avant d'agir. Ils imaginent qu'un élan intérieur viendra spontanément déclencher le mouvement. L'expérience montre l'inverse. L'action précède fréquemment la motivation. Commencer même sans enthousiasme crée une dynamique. Cette dynamique génère des résultats, et ces résultats nourrissent ensuite l'envie de continuer. Le mouvement produit l'énergie dont il a besoin pour se maintenir. Il faut également accepter que toute action comporte une part d'incertitude. Certaines tentatives échoueront. Certaines initiatives ne donneront pas les résultats espérés. Mais l'erreur n'est pas un verdict définitif. Elle constitue une information. Elle permet d'ajuster la trajectoire. L'inaction, en revanche, ne fournit aucune donnée nouvelle. Elle maintient simplement la situation en l'état. Cette logique s'applique aussi aux émotions intenses. Lorsqu'une vague émotionnelle survient, elle semble parfois incontrôlable. Pourtant, il existe un principe intéressant. Une émotion, si elle n'est pas alimentée par des pensées répétitives, suit un cycle relativement court dans le corps. Reconnaître l'émotion, respirer lentement, observer ses manifestations physiques sans créer de récits dramatiques autour d'elle suffit souvent à réduire son intensité. Ce processus entraîne le système nerveux à ne plus réagir de manière excessive à chaque stimulation. À force de répétition, un espace s'installe entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace se trouve la liberté. Plus cet espace s'élargit, plus il devient possible de choisir une réaction alignée avec nos valeurs plutôt qu'avec nos automatismes. Donc cette liberté intérieure n'est pas spectaculaire, elle se manifeste dans des détails. Une réponse plus posée, une décision moins impulsive, un regard plus nuancé sur une situation complexe. Être heureux en toute situation ne signifie pas que chaque événement soit agréable. Cela signifie que nous développons la capacité d'agir, même modestement, dans la direction qui nous semble juste. Que nous cessons d'attendre des conditions parfaites pour commencer à vivre autrement, et que nous comprenons que le changement durable n'est pas un saut brusque, mais une succession de pas conscients. Au-delà des pensées et des actions, il existe une dimension plus subtile, qui influence profondément notre stabilité intérieure, notre vision de l'avenir. L'esprit humain fonctionne comme un filtre. Il sélectionne parmi des milliers de stimuli ce qu'il considère pertinent. Sans orientation claire, ce filtre devient flou, l'attention se disperse, les opportunités passent inaperçues. Lorsque nous définissons avec précision la direction vers laquelle nous souhaitons aller, le cerveau commence naturellement à repérer ce qui peut nous y conduire. Beaucoup formulent des objectifs vagues, vouloir être heureux, réussir, se sentir mieux. Eh bien, ces intentions sont légitimes, mais elles manquent de contours. Pour mobiliser efficacement l'esprit, il est nécessaire de décrire plus finement la réalité désirée. Quel type de relation souhaitons-nous entretenir avec nous-mêmes? Quel rythme de vie correspond à notre équilibre? Quelles valeurs voulons-nous incarner concrètement au quotidien? Plus cette représentation est détaillée, plus elle influence nos choix. Visualiser cette orientation ne relève pas de la pensée magique. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un événement extérieur survienne spontanément. La visualisation agit comme une répétition mentale. Elle prépare le cerveau à reconnaître les occasions cohérentes avec nos aspirations. Elle renforce également la motivation à agir. Imaginer avec précision la personne que l'on souhaite devenir oriente subtilement les décisions présentes. Un obstacle discret mais puissant peut toutefois freiner cette évolution, l'attachement au drame. Il peut sembler surprenant de l'affirmer, mais certains états émotionnels, même désagréables, deviennent familiers. Le corps s'habitue à un certain niveau de tension. Lorsque le calme apparaît, il peut être perçu comme étrange, presque inquiétant. Inconsciemment, nous recréons alors des situations conflictuelles pour retrouver une intensité connue. Cette dynamique entretient une agitation chronique qui empêche l'apaisement.
Et reconnaître cette tendance constitue déjà un progrès considérable. Observer que l'on amplifie parfois un problème, que l'on dramatise une situation qui pourrait être abordée plus simplement, permet de choisir autrement. Accepter le calme demande un apprentissage. Il peut paraître monotone au début. Pourtant, c'est dans cette tranquillité que l'esprit retrouve sa capacité de discernement. Les limites personnelles jouent également un rôle fondamental. Sans frontières claires, l'énergie se disperse. Dire oui à tout, répondre à chaque sollicitation, vouloir satisfaire tout le monde, épuise les ressources mentales. Établir des limites ne signifie pas se fermer aux autres. Cela signifie reconnaître que le temps et l'attention sont des ressources limitées. Protéger ces ressources permet de les investir dans ce qui compte réellement. La mise en place de limites suscite parfois des résistances. Certaines personnes, habituées à notre disponibilité, peuvent se sentir déstabilisées. Maintenir ces frontières avec constance demande du courage, mais progressivement le respect s'installe et avec lui un sentiment de cohérence intérieure. Et cette cohérence renforce la sérénité. En définitive, être heureux en toute situation suppose une architecture intérieure équilibrée, une vision claire, une capacité à tolérer le calme, des limites protectrices. Ces éléments n'éliminent pas les défis de l'existence. Ils offrent un cadre solide pour les traverser sans perdre son centre. Un autre pilier souvent sous-estimé concerne le repos. Notre époque valorise l'activité constante, la performance continue, l'occupation permanente. Cette culture de l'agitation donne l'illusion d'une vie pleine. En réalité, elle érode progressivement notre clarté mentale. Un esprit épuisé perd sa capacité de discernement. Il devient plus réactif, plus impulsif, plus vulnérable aux pensées négatives. Vouloir maîtriser son esprit sans lui accorder de récupération est une contradiction. Le repos ne se résume pas à l'absence de travail. Certaines activités, bien qu'agréables en apparence, maintiennent une stimulation excessive. Faire défiler des informations sans fin ou consommer des contenus en continu sollicite encore le système nerveux. Un véritable repos implique une diminution des sollicitations. Marcher sans écouteurs, observer un paysage, s'asseoir quelques minutes en silence, pratiquer une activité manuelle sans objectif de performance. Ces moments permettent au cerveau d'intégrer ce qu'il a vécu. Le sommeil occupe une place centrale dans cette régulation. Lorsque la durée ou la qualité du sommeil se dégrade, les fonctions liées à la régulation émotionnelle s'affaiblissent. L'irritabilité augmente, la concentration diminue, les pensées catastrophiques deviennent plus envahissantes. Protéger son sommeil constitue donc un acte de soin fondamental. Instaurer une routine stable, limiter les écrans en fin de journée, créer un environnement propice au repos sont des gestes simples aux effets profonds. La relation que nous entretenons avec nous-mêmes influence également notre équilibre. Le dialogue intérieur façonne notre perception de nos capacités. Si cette voix interne est sévère, elle entretient une tension permanente et beaucoup ne réalisent pas à quel point ils se parlent durement. Ils normalisent des phrases qu'ils n'accepteraient jamais d'entendre d'un proche. Transformer ce dialogue demande de la vigilance. Repérer une pensée autocritique, la questionner, la reformuler avec plus de réalisme et de bienveillance modifie progressivement l'atmosphère intérieure. Il ne s'agit pas d'adopter un optimisme naïf. Une pensée plus juste ne nie pas les difficultés. Elle reconnaît les erreurs sans en faire une identité. Remplacer « je suis incapable » par « j'ai rencontré une difficulté et je peux apprendre » crée une différence subtile mais déterminante. Cette nuance nourrit la confiance sans masquer la réalité. Avec le temps, cette transformation du dialogue intérieur renforce la stabilité émotionnelle. L'esprit cesse d'être un juge permanent et il devient un allié. Cette alliance intérieure soutient les actions courageuses, encourage la persévérance et adoucit les périodes de doute. L'équilibre entre action et repos, exigence et bienveillance, discipline et souplesse constitue une base solide pour traverser les situations complexes. Être heureux en toute situation ne signifie pas éprouver une joie constante.
Cela signifie cultiver une relation à soi suffisamment stable pour ne pas s'effondrer à la moindre turbulence. Au fond, la stagnation ne révèle pas un manque de valeur. Elle révèle surtout un esprit qui fonctionne sans direction consciente. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose change. Nous cessons d'attendre que les circonstances se transforment pour aller mieux. Nous commençons à travailler sur ce qui dépend réellement de nous. Être heureux en toute situation ne signifie pas vivre dans une joie permanente. Cela signifie développer une stabilité intérieure qui ne s'effondre pas au moindre obstacle. Cette stabilité naît d'habitudes simples mais répétées. Orienter son attention avec intention, remettre en question une pensée automatique, respirer avant de réagir, agir même lorsque le doute est présent, protéger son énergie, respecter ses limites, se reposer quand le corps le demande. Le changement profond n'apparaît pas sous la forme d'un grand bouleversement, il se manifeste dans des détails presque invisibles. Une réponse plus calme face à une tension, une décision plus fidèle à ses valeurs crée une capacité à traverser une émotion sans s'y noyer. Ces signes indiquent que quelque chose s'est consolidé à l'intérieur. Avec le temps, la relation aux difficultés évolue. Elles ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir absolu.